Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de Télé Grenoble, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Chaque mois, vous le savez, nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. À mes côtés, pour nous accompagner, mon complice, notre consultant, François Caudet, bonjour. Bonjour Christophe. Vous présidez le directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Ensemble, on parle ? On va parler de la démarche RSE des entreprises. Et un peu plus tard dans l'émission, on répondra à la question de l'internaute qui était justement quelle est la différence entre la RSE et l'ESG. On verra ça dans la deuxième partie. Notre dossier fêtera les 40 ans d'Ulysse, ce groupe d'économie solidaire qui remet en selle des personnes éloignées de l'emploi. Près de 300 personnes en bénéficient chaque année à Grenoble. Des cas tous uniques pour des accompagnements personnalisés grâce à 5 structures très complémentaires. À la rubrique Innovation, nous pousserons les portes du synchrotron qui fête les 30 ans de 5 lignes françaises de lumière. Enfin, focus sur le groupe Ioni, basé à Cessiné-Parisé. Cet éditeur de logiciels développe des solutions très spécifiques pour les métiers de l'horlogerie-bijouterie, de la restauration collective ou encore des médiathèques et des musées. Des secteurs de niche sur lesquels Ioni défend son leadership, notamment grâce à une politique de croissance externe. Alors nos invités nous en parlent régulièrement ici. La RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, est un enjeu majeur qui répond à la fois aux attentes des consommateurs et aux nouvelles réglementations. Les entreprises françaises prennent conscience de cette nécessité. Alors François, quelles sont les tendances observées dans ce domaine ? Alors d'abord, il faut peut-être préciser ce que sont les grands axes de la RSE, parce que derrière les sigles, quelquefois on ne sait plus très bien de quoi on parle. Donc la RSE, il y a 3 grands axes. Il y a un axe environnemental qui est jugé très important. 68% des grandes entreprises maintenant ont fait ou sont en train de faire un bilan carbone. Sur les mêmes entreprises, c'était 47% il y a 2 ans. Donc c'est une évolution très significative de prise de conscience de cet axe environnemental. Le deuxième axe, c'est les actions sociétales ou de philanthropie qui sont mises en place aussi par presque 80% des grandes entreprises maintenant, avec des formats très divers, on y reviendra. Et puis le troisième grand axe, c'est les enjeux sociaux, notamment par exemple l'égalité homme-femme, la diversité, l'inclusion du handicap, les risques psychosociaux, etc. Donc c'est de ça dont on parle quand on parle de RSE. Je veux dire, c'est comment on agit de façon éthique et citoyenne quand on est une entreprise, si on voulait résumer un petit peu les choses. Ce qui est intéressant, c'est de voir les évolutions. Kantar a fait un baromètre en 2024, donc très récent, sur les grandes entreprises. Et c'est devenu un sujet majeur, puisque dans 70% des entreprises, le responsable ou la structure responsable de la RSE d'entreprise est rattaché directement à un membre du comité de direction, du COMEX. Et un organigramme aussi que c'est très symbolique dans une communication interne d'entreprise. Si c'est important, on le met haut dans l'organigramme. Si on le met tout en bas, c'est que c'est un peu gadget. Ça, c'est un des points importants. Et les comités de direction sont considérés maintenant dans 90% des entreprises comme moteurs ou très moteurs des sujets RSE. Donc c'est bien intégré. Les 2 tiers, ou presque un peu plus des 2 tiers maintenant, des entreprises ont une direction de la RSE, et même dans les grandes entreprises maintenant, 80% ont structuré vraiment une équipe direction. Il faut y faire attention parce que service spécial, ça sous-entendrait qu'il y a un petit nombre de personnes qui sont responsables de la RSE dans l'entreprise, alors que c'est plutôt une direction qui a vocation à animer de façon transversale une posture, un état d'esprit RSE qui doit diffuser dans l'entreprise. Voilà, donc c'est vraiment une prise de conscience très importante qui est en plus accrue par des sujets réglementaires, bien évidemment, mais je crois qu'il faut prendre les choses dans le bon ordre. Ça doit être fait avant tout, me semble-t-il, pour des raisons d'éthique et de développement propre. Et puis ça se traduit aussi évidemment par un peu de reporting réglementaire. Et alors vous me le disiez, en impliquant au maximum les salariés eux-mêmes, comment on fait ? On ne peut pas, dans une entreprise, quel que soit le sujet d'ailleurs, une entreprise, elle ne vit que par et avec ses salariés, donc on ne peut pas avoir une démarche
quelle qu'elle soit, et dont la RSE, contre ou sans les salariés de toute façon. Donc il y a beaucoup d'actions de sensibilisation, 70% des grandes entreprises le font. Qu'est-ce que ça veut dire sensibiliser ses collaborateurs à des sujets RSE? C'est sensibiliser les managers, par exemple, à des sujets de harcèlement, de burn-out, qui sont... Enfin, le harcèlement, c'est pas forcément fait de façon... quelquefois, c'est un peu inconscient. De discrimination, de diversité socio-économique. Voilà, de sensibiliser un peu toutes les personnes là-dessus. Sur la biodiversité aussi. Il y a par exemple 60% des grandes entreprises aujourd'hui qui ont organisé des fresques, notamment les fresques du climat, qui sont des formations sur... comment mes actions du quotidien ont des impacts sur la biodiversité et sur le climat. Voilà. Et c'est en sensibilisant fortement les collaborateurs pour qu'une entreprise le fasse bien les choses. Honnêtement, si le corps social n'a pas envie, n'y croit pas ou ne comprend pas, l'impact sera beaucoup plus faible. Bon, ça amène la question suivante. Quels sont les freins et au contraire les principaux moteurs pour cette démarche RSE? Alors l'urgence sociale et environnementale, c'est le moteur principal. En gros, le réchauffement climatique et puis vraiment les sujets sociaux, d'intégration, de fracture sociale sous ces sens. Ça, c'est les grands sujets qui motivent vraiment les dirigeants, qui sont responsables. Après, il y a des sujets aussi, il faut être très clair, d'image. Une entreprise qui aurait une politique, alors non seulement si elle n'était pas RSE, mais en plus anti-RSE, il y a quand même un sujet en bon français de bashing, hein, donc il y a un sujet d'image de marque qu'il faut tenir, et puis il y a un sujet aussi de recrutement et de fidélisation des talents. Bien sûr. Aujourd'hui, on le voit bien dans les entretiens de recrutement, les valeurs portées par les entreprises, il faut qu'elles soient portées, mais portées, on peut recruter, si on veut fidéliser, il faut qu'on les applique. Parce que c'est un peu la différence dans la durée, donc c'est extrêmement important. Et puis il y a un sujet évidemment maintenant réglementaire aussi, hein, tout le reporting, CSRD notamment qui joue là-dessus. Et les obstacles? Alors les obstacles, comme dans beaucoup d'entreprises, c'est le manque de temps, le manque de moyens humains et de compréhension des sujets. Et puis ça a un coût, en tout cas à court terme, hein, c'est une forme d'investissement, c'est la formation, c'est des process quelquefois qu'il faut mettre en marche de façon différente. Moi, je pense que dans la durée, de toute façon, des entreprises qui n'ont pas un comportement vertueux, leur avenir est quand même difficile, mais à court terme, ça peut être aussi un sujet d'investissement. Mais ces obstacles, évidemment, ils ont aussi un effet sur la taille des entreprises. La RSE est plus développée dans les grandes entreprises que dans les PME, par exemple. Oui, parce que les grandes entreprises ont plus de moyens et dédier une petite équipe pour animer de la RSE dans une grande structure, je vais prendre celle que je dirige, j'en ai 3200, mettre quelques personnes qui animent de la RSE sur 3000 personnes, c'est plus digeste qu'une PME de 15 personnes qui va avoir peut-être un peu plus de mal à le faire. Mais il y a aussi maintenant des organismes qui peuvent accompagner les entreprises aussi pour les aider à structurer la démarche. Il y a les chambres de commerce qui le font, les chambres de métiers le font, les banques aussi d'ailleurs le font auprès de leurs clients, puis il y a des milieux associatifs pour que des plus petites entreprises, des PME locales, puissent accéder aussi aux conseils et à la mise en commun de moyens sur ces sujets qui sont quand même clés. Oui, ça allait être ma dernière question. Quelles sont les recommandations finalement qu'on peut faire à une entreprise qui souhaiterait engager une démarche RSE? Alors, la première chose, c'est quand on veut faire une démarche, c'est de savoir où on en est. C'est pas si simple. C'est pas si simple de faire le diagnostic de l'entreprise. Quelles sont ses émissions de CO2, par exemple. Moi, j'ai une conviction forte, c'est que si on mesure pas les choses, on ne progresse pas. Enfin, on se fait plaisir, c'est philosophique, mais à un moment donné, il faut des indicateurs. Il faut impliquer toutes les parties prenantes. Ça ne peut pas être quelque chose qui... Forcément, ça va être porté par le dirigeant, mais s'il n'y a que lui que ça intéresse, ça va être compliqué. Donc, il faut que ça infuse. Il ne faut pas hésiter aussi à dire que quelquefois, on ne sait pas. Et donc, on a besoin de s'informer, il peut y avoir des préconçus. Et puis après, c'est d'aller chercher des partenaires, donc ceux que je citais, les différentes institutions consulaires. Et puis je vais prêcher pour notre paroisse, mais les banques ont aussi développé maintenant des services d'accompagnement RSE, parce que c'est aussi quelquefois d'ailleurs des sujets d'investissement, de développement. Et moi, je le crois très sincèrement, de pérennité des entreprises. C'est dit. Merci beaucoup François. La responsabilité sociétale des entreprises en plein développement, donc avec la possibilité, je l'ai entendu, de se faire accompagner sur la méthode et sur le financement, une possibilité qui est même un conseil assez marqué. Oui, absolument. L'insertion par l'activité économique, un enjeu essentiel en faveur des personnes éloignées de l'emploi. C'est la mission menée depuis 40 ans par Grenoble Solidarité, créée en 1984
est devenu par la suite Ulysse, un acteur clé de l'insertion qui accompagne près de 330 salariés via 5 structures réunies autour d'une démarche d'économie circulaire. D'insertion professionnelle, nous parlons avec 3 invités. Sanad Kil, bonjour. Bonjour. Yulia Smernova, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Jean-Jérôme Calvier, bonjour. Bonjour. Jean-Jérôme, on se connaît déjà, on vous avait reçu il y a quelques années pour parler d'Ulysse. Merci en tout cas à tous les 3 d'avoir répondu à notre invitation. Jean-Jérôme, quelques mots de présentation de cette structure Ulysse. J'allais dire, c'est un peu comme les poupées russes, hein. C'est une structure qui en regroupe d'autres. Donc, une structure Ulysse, mais 5 unités. Exactement. Donc, Ulysse, c'est un groupe d'économie solidaire. On a un statut coopératif d'intérêt collectif. On est une SIC, du coup, et on est une société à mission. Et notre raison d'être, on en parlait avec la RSE, notre raison d'être est de favoriser l'inclusion sociale dans un souci d'adaptation territoriale au changement climatique. Et comme vous l'avez rappelé, les sociétaires d'Ulysse, les principaux bénéficiaires de ce groupe qui mutualise des fonctions support pour les 5 associations. Effectivement, donc les 4 historiques sont des structures d'insertion par l'activité économique. Et puis la dernière qu'on a intégrée l'année dernière dans notre groupe est une entreprise à but d'emploi dans le cadre d'une expérimentation nationale territoire zéro chômeur de longue durée. Voilà, c'est plus spécifiquement axé sur les chômeurs longue durée. Les autres structures, on va rappeler leur nom quand même, hein. Donc Grenoble Solidarité, qui est peut-être celle qu'on connaît le mieux. Voilà, Ulysse Grenoble Solidarité qui porte 3 ateliers chantiers d'insertion, dont des activités de ressourcerie de réemploi dont mes collègues font partie. Elles vous préciseront nos activités. Une activité de second œuvre bâtiment, une activité de production de sous-traitance en lien avec l'économie circulaire. On est notamment basé au pôle R, on en avait parlé, donc lieu totem de l'économie circulaire. On a ensuite 2 activités, 2 associations qui font de la mise à disposition de personnel, donc Ulysse Service plutôt dans le secteur non marchand et Ulysse Intérim dans le cadre justement des clauses sociales qu'il y a dans un certain nombre d'appels d'offres des collectivités ou des entreprises dans le cadre de leur RSE. Ulysse Énergie, voilà, dont on avait fêté les 10 ans il y a quelques années. Entreprise d'insertion sur les problématiques de maîtrise de l'énergie, avant tout pour des familles en précarité énergétique. Et donc Ulysse Soléo qui développe des activités spécifiques en lien soit avec du service à l'habitant, sur de la couture, de la réparation de vélos, et beaucoup d'activités en lien avec l'économie circulaire, du reconditionnement de jeux jouets, de la fabrication d'objets promotionnels en bois, des activités de blanchisserie, des activités de création, des activités de transport, voilà. Beaucoup d'activités dans un objectif effectivement d'activités supplémentaires sur le territoire des Chirolles-Ouest. Pour lesquels les entrepreneurs peuvent vous solliciter donc. Effectivement, donc on s'inscrit complètement dans la stratégie RSE des entreprises et effectivement et des schémas de promotion des achats socialement responsables des collectivités, puisque nous on est clairement un apporteur de solutions et on coche bien évidemment intrinsèquement les clauses sociales et les clauses environnementales par nos activités support. Bon, à travers ces 5 structures, c'est donc ce que je disais, vous accompagnez 330 salariés. Ce sont des personnes qui sont salariées de vos structures, encadrées par une quarantaine de professionnels. C'est un budget important, hein, Ulysse. C'est quoi? C'est plus de 6 millions d'euros de budget? C'est plus de 6 millions d'euros de budget, effectivement. Plus de 3,6 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est un acteur de l'économie sociale et solidaire. Et on verse, ce qui nous intéresse, effectivement, c'est la création d'emplois locaux, non délocalisables, sur toutes ces activités utiles au territoire. Alors on va faire un zoom peut-être plus spécifique sur Ulysse Grenoble Solidarité, puisqu'on va en parler dans un instant. Ce sont essentiellement la gestion de ressourcerie. Hein. Exactement. Donc on a 2 boutiques physiques, hein, donc depuis 40 ans, comme vous le citiez. On a la ressourcerie à la Capuche, rue Hippolyte Muller, qui s'appelle Grenoble Solidarité. On est depuis 2012 dans ces locaux. Historiquement, pour les plus anciens Grenoblois, on était à l'Île Verte. Quartier de l'Île Verte, elle était connue des Grenoblois pour organiser des grandes braderies à l'époque. On a intégré en 2019 une 2e boutique physique qui s'appelle la Brocante de Mamie à Saint-Martin-d'Air. Et puis depuis 3 ans, effectivement, on a créé un service de e-commerce, de vente en ligne qui effectivement est mené de main de maître par mes 2 collègues ici présents. Alors on voit ici des images de la brocante à Mamie, hein, qui est à Saint-Martin-d'Air, qu'on connaît bien. Alors vos équipes, du coup, elles récupèrent, elles valorisent et elles vendent ces objets. Exactement. Qui sont issus soit de débarras, soit de dons de particuliers, hein, tout simplement. Tout à fait. On a encore et toujours besoin d'apports volontaires, de faire effectivement, de capter la générosité, on va dire, des usagers qui souhaitent se débarrasser d'objets dont ils n'ont plus l'usage. On est en capacité aussi d'intervenir, comme vous le précisez, auprès de débarras, auprès de particuliers ou de professionnels, et aussi à travers des marchés publics de la métropole de Grenoble par rapport à sa compétence déchets.
Alors, Sarah Kiel, vous êtes encadrante, encadrante technique, et vous avez précisément en charge la vente en ligne sur un site qu'on connaît bien, qui est le label Emmaüs, et vous encadrez des personnes qui sont en parcours, en tout cas accompagnées dans un parcours professionnel. Oui, c'est ça. Donc moi, mes salariés, il y a une tranche d'âge entre 21 ans et 55 ans. Donc c'est plutôt des personnes qui sont très loin de l'emploi, qui ont perdu en fait confiance en soi et estime de soi. Et grâce à cette nouvelle activité, moi je les amène à reprendre en fait les choses en main pour leurs projets professionnels. Concrètement, vous leur apprenez quoi? Parce que gérer un site internet, c'est pas forcément donné à tout le monde et c'est très très vaste comme panel d'activités. Oui, bien sûr. Alors en fait, moi j'apprends à mes salariés, je les forme. Quand je les forme, la première chose c'est leur montrer les matières. Il faut qu'ils connaissent les matières. Les styles. Puis, en fait, j'ai un logiciel où, en fait, ils vont mettre les caractéristiques. Après les caractéristiques, on va forcément nettoyer, en fait, l'objet. On le prend en photo et puis on le met en vente. Donc, au début, je vérifie toujours, en fait, leur annonce. Et puis, quand l'annonce elle est en ligne, donc on valide, mes salariés ils valident les ventes. Ils vont faire l'expédition. Déjà, en fait, ils vont emballer en fait les objets. Donc nous, je sensibilise toujours mes salariés à utiliser de l'emballage recyclé, c'est-à-dire utilisé. Nos clients, ils sont au courant. Je sensibilise aussi mes salariés à faire des fois attention parce que le client il va faire 3 commandes, on ne va pas faire 3 envois, donc en fait on va minimiser le transport. Il y a tout le suivi post-vente aussi. Bien sûr, vente jusqu'à service après-vente et surtout les visuels aussi. Alors, parmi ceux que vous appelez vos salariés, il y a Yulia Smirnova. Vous êtes arrivée, Yulia, d'Ukraine il y a 2 ans, en mars 2022, donc il y a un peu plus de 2 ans. Aujourd'hui, vous travaillez avec Sana. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Je suis vendeuse en e-commerce. Je travaille avec Sana pour le site de Label Emmaüs. J'ai fait beaucoup de tâches différentes à partir de mettre objets en ligne, valoriser, faire les photos, faire description, jusqu'à parfois service après-vente. Nous avons le cercle d'activités. Oui, on fait tout. On fait emballage, on fait envoi, on traite objets avec passion, parce que je préfère envoyer colis comme pour moi même. Oui, et puis il y a toute une phase de description de l'objet, vous me disiez, qui est une véritable enquête, des recherches qui permettent d'en savoir plus sur les objets que vous mettez en ligne. Oui, chaque jour, je découvre quelque chose de nouvel. Je fais la recherche de l'histoire des objets. Oui. C'est un parcours d'accompagnement, j'ai bien compris. C'était quand même un peu votre métier aussi en Ukraine. Oui, en Ukraine, j'ai fait des études à l'université. J'ai obtenu le diplôme Bac plus 5. Le dernier 9 ans, j'ai travaillé comme community manager ou animatrice de réseaux sociaux. J'ai présenté les grandes marques aux réseaux sociaux. J'ai fait communication avec internautes. Oui. Et du coup, qu'est-ce que vous apprenez de plus ici en France que vous ne saviez pas déjà dans votre formation initiale? En France, j'ai appris la langue française au début. Et après ça, j'ai commencé de recherche le premier travail en France pour être intégrée dans le monde du travail. Et grâce à mon conseiller appli, j'ai trouvé la poste chez Ulysse comme en e-commerce.
ce conseiller Pli, c'est le conseiller sur le programme local de l'insertion et de l'emploi de la métropole. Ça me donne l'occasion, Jean-Jérôme, de préciser, parmi les salariés que vous accompagnez, il y a effectivement des salariés qui sont diplômés, tous ne le sont pas, mais il y a tous les profils. Il y a tous les profils. Julia, c'est un bon exemple d'un bac plus 5. On a beaucoup de bac moins 5, qu'on a l'habitude de dire. Puisque notamment sur les 330 salariés, effectivement, la moitié d'entre eux qui est effectivement au niveau d'études inférieur à la 5e. Des tas de problématiques différentes. Il peut y avoir effectivement la langue, il peut y avoir des problématiques de logement, de santé de plus en plus, de mobilité, de situations administratives compliquées. Parfois, c'est la justice. Et nous, on va, avec les accompagnants, les encadrants, effectivement, on va recentrer sur les compétences et ce que savent faire les personnes, voilà, pour les mettre en confiance. Ce que disait Sana, vraiment, je pense que notre rôle essentiel en tant qu'employeur sur le contrat de travail, c'est de redonner la confiance aux personnes, de leur proposer une activité économique qui a du sens, qui est utile au territoire. Et derrière, notre objectif, sur les 4 structures d'insertion, c'est effectivement la sortie, la fameuse dynamique à l'emploi. Puisqu'on est accompagné intrinsèquement par des conventionnements par l'État, par la métropole, par le département, un petit peu par la région en Alpes, encore sur les ateliers chantiers d'insertion, pour des aides au poste. Quand on crée un équivalent temps plein, on a le droit effectivement à un certain financement des collectivités locales, dans l'objectif derrière de montrer que nos structures sont efficientes aussi. Alors est-ce que ça marche ? Ça fonctionne. Ça fonctionne, ça veut Quels dire sont que... les chiffres ? Quels sont les chiffres ? Les indicateurs. Nos indicateurs, 55% des salariés du LIS, à la fin d'un parcours, sortent de manière dynamique à l'emploi. Et ça, c'est très hétérogène en fonction des structures. On a 3 associations qui dépassent les 60% qui sont l'objectif. On atteint même 70-80% sur Ulysse Service, Ulysse Intérim, Ulysse Énergie. Sur Ulysse Grenoble Solidarité, c'est là où on a les personnes globalement qui peuvent cumuler le plus de difficultés. On atteint quand même des chiffres, entre guillemets, qui sont très bons, de l'ordre de 50-55%. Et ce qu'on veut mettre en valeur, c'est qu'il n'y a pas que ces indicateurs. Comme je disais précédemment, il y a toutes les étapes qu'on va travailler. Typiquement, Julia disait qu'elle a des compléments de formation linguistique qu'on lui apporte. Et ça, en fonction des problématiques. Et comme vous le disiez, très individualisé. Voilà, c'est ça, c'est nos conseillers en insertion professionnelle vont travailler avec les encadrants techniques pour solutionner et mettre en place ces étapes de formation. On ne fera jamais à la place de la personne. Vraiment, c'est elle qui va se mobiliser, mais derrière, on lui ouvrira un peu les portes. Ce sont des accompagnements qui peuvent durer jusqu'à 2 ans, c'est ça ? Exactement. Sur les 4 associations, c'est un pass insertion par l'économie qui dure 24 mois, qui est délivré par effectivement l'État, France Travail. Et sur l'entreprise à but d'emploi, c'est un peu particulier puisque là, ce sont des CDI sur un temps partiel choisi. Voilà. Yulia, comment vous voyez l'avenir, cette sortie dynamique, comme on l'appelle ? Aujourd'hui, je pense que je suis prête de commencer le contrat durable. Je suis en train d'effectuer immersion chez Entreprise International Trade. Et j'espère d'obtenir le contrat durable parce que pour moi, c'est mieux de trouver le travail avec entreprise internationale parce que je parle anglais aussi. Oui, je peux utiliser mes compétences, solides compétences en informatique et réseaux sociaux. En tout cas, félicitations parce que pour le français, c'est impeccable. La formation a été efficace. Bravo. Sana, cette intégration par le travail, comment vous pouvez m'en parler ? On se rend bien compte que là, l'objectif, c'est de... J'aime bien cette expression de remettre en selle des personnes par le travail. Oui, en fait, quand les personnes ils sont en perte d'estime de soi et d'estime de soi, c'est en regardant leurs résultats. Quand tu vois que les résultats ils sont positifs, quand tu vois que ton supérieur il te dit en fait c'est super tout ce que tu as fait, tu es monté en compétences, maintenant tu peux passer à l'autre étape. Oui, vous n'hésitez pas à leur fixer des objectifs, à les mettre en compétition même. Oui. Oui, bien sûr, parce que moi je suis consciente qu'un employeur, il va toujours choisir les meilleurs. Donc moi, j'aimerais bien tous ceux qui sortent de chez nous, ils seront les meilleurs. Et donc, je les incite en fait surtout à... en fait, je leur dis toujours, il faut faire le travail comme si c'est votre propre entreprise. Si vous voulez vous mettre les lumières sur vous, si vous voulez un jour décrocher un contrat, il faut vraiment donner le meilleur de vous.
Et c'est vrai que mes salariés ils ont confiance en moi et je vois les résultats. Et moi, c'est ma victoire de voir que tout fonctionne, même si je ne suis pas présente. Mes salariés fonctionnent comme si je suis à côté d'eux. Donc, ils sont responsables. Allez, on n'ira plus de la même façon sur le site internet Label Emmaüs. On sait que vous êtes derrière maintenant, donc on fera attention. Bon, ce pouvoir intégrateur du travail, François, on sent bien que c'est un élément essentiel, finalement, pour remettre le pied à moi je trouve que c'est assez remarquable de redonner cet élan, remettre en selle. Effectivement, c'est une bonne expression. Puis il y a des talents qui demandent qu'à s'exprimer, donc il faut les chercher, être révélateur de talents. C'est quand même un super. Enfin, je pense que c'est une vraie fierté pour vous quand vous voyez quelqu'un qui vous quitte pour prendre son envol. Il n'y a rien de plus satisfaisant. Bon, et puis on rappelle effectivement le partenariat essentiel des entreprises aussi, qui accueillent aussi ces salariés à l'issue de leur parcours. On a besoin de l'entreprise, à la fois en partenariat économique. On parlait de RSE, de ESG. Enfin voilà, nous on est une coopérative, on peut être impliqué dans la gouvernance. On a des entreprises, des collectivités qui sont impliquées dans la gouvernance coopérative, et puis on a besoin pour les futurs employeurs sur des métiers en tension. C'est bien noté, Jean-Jérôme, Sana, Yulia. Merci beaucoup d'être venus pour vos témoignages. Ulysse, alors on rappelle l'adresse, c'est rue Auclin à Grenoble. Un site internet, c'est ulysse38.com. C'est bien ça. Merci à vous. Un anniversaire important au sein du fameux synchrotron de Grenoble. Le SRF célèbre les 30 ans des 5 lignes françaises de lumière. Nées à l'initiative du CEA et du CNRS, elles ont donné lieu à près de 2500 publications scientifiques dans des domaines aussi variés que la chimie, les sciences de la Terre, l'environnement, la santé ou l'énergie. Reportage. Considéré comme l'un des meilleurs synchrotrons au monde, le SRF comprend 5 lignes de lumière françaises sur la quarantaine présente. Et cette année, elles fêtent leur 30e anniversaire. L'occasion de rappeler le rôle de cet immense anneau situé sur la presqu'île scientifique à Grenoble. Les ingénieurs, les technologues ont très vite vu que si on arrive à infléchir la trajectoire des électrons pour obtenir une trajectoire courbe, eh bien les électrons doivent fournir une sorte de compensation énergétique, ils doivent produire des rayons X. Donc il y a une quarantaine de lignes de lumière qui récupèrent les rayons X qui sont produits par l'anneau de stockage. L'anneau de stockage fait près de 1 km de circonférence. Et donc c'est le stockage parce qu'en fait on entretient les électrons à parcourir cet anneau. Et à le parcourir à la vitesse de la lumière. Puis, ces rayons X sont récupérés par les lignes de lumière qui préparent le faisceau aux outils de mesure grâce à des chambres optiques comme celle-ci. Ces rayons sont ensuite utilisés par différents outils de mesure. L'instrument que vous voyez ici sert à étudier les surfaces et interfaces des matériaux. Les résultats servent notamment à l'amélioration de dispositifs microélectroniques. Quand vous allez faire une radio, on voit l'intérieur de votre corps. Là, c'est pareil, les rayons X, c'est exactement la même chose. On va voir à l'intérieur des matériaux. On obtient donc une image du matériau et de ses propriétés en différents endroits. Une autre des lignes de lumière françaises est consacrée à la cristallographie macromoléculaire et physico-chimique. Donc là, c'est pour étudier des fragments des fragments biologiques qu'on appelle des protéines. Les protéines, c'est la base du matériel vivant. Donc, on va mettre les petits échantillons au bout de cette petite aiguille là, qui est très fine. Donc, les échantillons font moins d'1 millimètre. Un outil qui permet d'avoir la position tridimensionnelle des atomes constituant la protéine. C'est la cartographie complète de la protéine qu'on a mesurée. Donc on obtient un nuage de densité d'électrons, c'est tout ce qui est bleu. Et ensuite le travail du chercheur, alors aidé par l'informatique, c'est de mettre les bons atomes aux bons endroits. Une protéine peut être un virus, une bactérie ou une cellule humaine. Cela permet donc entre autres de comprendre comment un virus pénètre dans nos cellules. Ces 2 lignes couplées avec les 3 autres que la France détient dans ce synchrotron ont déjà permis de contribuer à de nombreuses découvertes scientifiques. Les chercheurs ont pu notamment cartographier de manière ultra précise les organes humains et ils ont aussi pu faire de grandes avancées en paléontologie en découvrant un système respiratoire jusqu'alors inconnu chez les dinosaures.
Et à elles seules, ces lignes françaises de lumière représentent 250 jours d'essai par an, 180 expériences. Quant à l'ESRF, au sens large, il emploie 600 personnes et reçoit 6000 chercheurs chaque année. Ensemble, il mène à bien des expériences sur une quarantaine de lignes de lumière au total. Alpes Décideurs, vous le savez, vous donne la possibilité de poser vos questions à notre expert. Écrivez-nous alpesdecideurs@telegrenoble.net. Et aujourd'hui, une question de Véronique qui veut donc savoir ce qui différencie la RSE dont on parlait tout à l'heure et l'ESG. Alors la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc ça regroupe, en fait c'est la façon, ce que j'ai dit tout à l'heure, éthique d'agir d'une entreprise. Donc c'est les préoccupations sociales, environnementales au sens large. Ça inclut aussi les droits de l'homme, ça inclut la lutte contre la corruption par exemple et les discriminations. Donc ça, c'est toute la façon de bien faire les choses, on va dire, d'un point de vue presque moral ou éthique. L'ESG, c'est beaucoup plus ciblé, hein, c'est environnement, social et gouvernance. Et là, c'est plus normé, il y a des chiffres plus précis. L'environnement, l'indicateur le plus souvent utilisé, c'est les émissions carbone. Le social, un des indicateurs, par exemple, c'est les égalités hommes-femmes, qu'on retrouve beaucoup dans le social. Dans d'autres pays, il y a des indicateurs de diversité raciale, par exemple. Alors, en France, c'est interdit, mais il peut y avoir aussi des sujets d'âge, etc. Et puis, il y a aussi les sujets de gouvernance, maintenant, qui sont très suivis notamment par les partenaires, parce que la bonne gouvernance d'une entreprise, c'est quand même plutôt signe de bonne santé. La gouvernance, c'est quoi? C'est comment sont prises les décisions? Est-ce qu'il y a un conseil d'administration qui fonctionne ou... Est-ce que c'est une démocratie ou est-ce que c'est une dictature, pour faire un petit peu binaire? C'est ça aussi qui est mesuré dans la gouvernance. Voilà. Donc la RSE, c'est plutôt une démarche proactive de l'entreprise, c'est une sensibilité de l'entreprise. L'ESG, c'est, on va dire, l'outil plus opérationnel de ces sujets-là. Merci François pour ces précisions. Si vous aussi vous voulez interroger notre expert, écrivez-nous alpesdecideurs@telegrenoble.net. Alors, quel lien entre la bibliothèque de votre ville, le bijoutier du coin de la rue ou encore la cantine des enfants? Le point commun s'appelle Yoni. L'entreprise basée à Cessiné-Parisé crée des logiciels métiers. Ils permettent à ses clients de mieux gérer les stocks, la production, les flux de marchandises et tant d'autres choses. Une activité qui nécessite écoute et curiosité pour parfaitement connaître leurs besoins. On en parle avec Philippe Mamy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur du groupe dans les années 80 et vous êtes accompagné de vos deux fils, Guillaume et Alexandre. Bonjour à vous. Bonjour. Enchanté. Merci d'être avec nous. Donc c'est vous, Philippe, qui avez créé Yoni en 87. Alors à l'époque, la révolution numérique n'était pas tout à fait celle qu'on connaît aujourd'hui. C'était plutôt précurseur. Comment c'est venu? Alors, on a toujours été voulu faire des logiciels qui soient utilisés et qui répondent aux besoins des utilisateurs. Donc le vrai logiciel métier. Des vrais logiciels métiers qui correspondent aux besoins et surtout qui soient utilisés de façon permanente et dans la durée. Oui, mais enfin en 87, vous me dites ça aujourd'hui, ça paraît évident, mais en 87, il fallait avoir l'idée. Oui. Quel était votre parcours? D'où vous veniez en 87? Alors moi, je suis une formation ingénieur. J'ai fait mes études informatiques à Grenoble. Et puis, j'avais l'armée à faire, donc je suis parti en coopération en Tunisie. En revenant à Grenoble, j'ai monté mon entreprise. Donc peu à peu, vous avez développé cette entreprise qui produit des logiciels métiers, vous venez de le dire, et sur des marchés très précis, des marchés de niche quasiment. Oui, alors c'est effectivement les deux choses importantes à retenir, c'est qu'on est sur des verticaux, c'est-à-dire sur des métiers, c'est-à-dire sur des logiciels qui sont destinés à une profession, à une corporation. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est sur des marchés de niche. Alors c'est des marchés de niche, ça veut dire que le marché est cernable. Ça veut dire qu'on peut maîtriser notre concurrence. On peut délimiter le marché et y répondre. Ça, c'était une vraie stratégie dès le départ. C'est une stratégie dès le départ qui s'inscrit dans la résilience et la pérennité. Quand j'ai créé l'entreprise, je le disais en dehors du studio, j'ai créé l'entreprise avec la volonté qu'elle soit éternelle.
C'est-à-dire que nos logiciels soient là demain, après-demain et encore après-demain. Alors, on parlait de métier, hein, donc c'est des logiciels qui s'adressent à des professionnels. Vous l'avez dit, il y a désormais quatre grands secteurs, l'horlogerie, la bijouterie, la joaillerie, des logiciels pour la restauration et la restauration collective en particulier, des logiciels pour les bibliothèques et les médiathèques, et depuis quelque temps, des logiciels pour la gestion des collections, notamment des musées ou des fondations. Pour vous, c'était essentiel de couvrir ces trois grands domaines d'excellence du patrimoine français. Tout à fait. Alors je vais être très honnête avec vous, c'est le hasard que ça correspond à ces spécificités françaises et au rayonnement de la France dans le monde. Mais effectivement, on est fiers de ça. Ce qui est important de dire aussi, c'est qu'on a une position, une volonté stratégique d'être toujours dans le top 3, c'est-à-dire parmi nos concurrents, d'être dans le top 3. Sur certains secteurs comme le plus ancien, la bijouterie-joaillerie, nous sommes le top 1. Loin devant, on est le leader et on travaille avec l'ensemble de l'écosystème de la bijouterie-joaillerie, que ce soit de la place Vendôme à la grande distribution, en passant par les bijoutiers de centre-ville, et bien sûr aussi au niveau des enseignes. Mais ce sont des clients qui ont des spécificités très précises, ça nécessite une culture client, ça nécessite de s'immerger dans le métier de votre client. Comment on s'y prend ? Oui, alors c'est une des particularités des éditeurs de logiciels métiers, c'est qu'on couvre deux aspects important, à la fois l'aspect informatique, c'est qu'on a des informaticiens, des gens qui savent produire du code, qui savent faire du logiciel, et puis on a des gens métiers, c'est-à-dire des gens qui viennent du métier, qui connaissent le métier, qui sont capables de conseiller nos clients, qui ont le même dialogue, qui savent déployer le logiciel chez eux, qui comprennent aussi les évolutions de cette profession pour nous permettre de développer le futur. Alors, en presque 40 ans aujourd'hui, Yoni, c'est 140 collaborateurs sur 7 sites différents, les 4 secteurs d'activité dont on vient de parler, et un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros, avec un enjeu, vous avez commencé à le dire, préparer la suite, et on va en parler avec vos deux fils. Mais avant ça, on va mieux comprendre l'étendue de votre activité et votre métier avec ce reportage de Mirko Pesci. 4 secteurs, une entreprise. Depuis 30 ans, le groupe Yoni est spécialisé dans l'édition de logiciels métiers et couvre le secteur de la bijouterie, de la restauration collective, des bibliothèques et des musées. Être éditeur de logiciels, c'est développer des logiciels qui vont répondre aux spécificités des métiers pour répondre aux besoins de nos clients. Nos logiciels vont permettre à ces clients de gérer leur activité à travers le réassort, la gestion des stocks, la facturation, la comptabilité, etc. Créée en 1987 par Philippe Mamy, l'entreprise emploie 140 personnes réparties sur 7 sites en France. Le groupe s'est développé grâce à des croissances externes. Ce sont les rachats d'entreprises en 2003 et 2006 qui ont permis à Yoni d'être leader sur le marché de la bijouterie. C'est un de nos secteurs historiques qu'on a dans le groupe depuis plus de 30 ans, qui est le secteur de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie. Aujourd'hui, on a un peu plus de 6000 clients. Et du coup, on leur propose des solutions dédiées pour toutes les spécificités du métier. Et on leur propose du coup des logiciels, que ce soit des logiciels pour tout ce qui est retail, pour des clients B2B. Yoni, c'est aussi un groupe familial. Le fondateur est bientôt à la retraite. Alors l'entreprise prépare la succession avec ses enfants. Nous sommes vraiment dans cette phase de transmission puisque 2 des enfants de Philippe ont intégré la société et les enfants ont clairement annoncé leur stratégie, à savoir la poursuite des projets de croissance externe. Donc aujourd'hui, le groupe Yoni, c'est 4 filières. Le groupe de Yoni devrait continuer soit à croître à travers du rachat de concurrents, c'est une stratégie qu'on a déjà opérée, soit à travers la création de nouvelles branches d'activité. En 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros. Avec actuellement 95% de clients en France, Yoni va se développer à l'étranger et essayer de devenir le numéro 1 sur le marché sur tous ces secteurs d'activité. Bon, on va évidemment parler d'avenir avec Guillaume et Alexandre. Bon, juste pour revenir un petit peu, alors du coup sur le secteur horlogerie-bijouterie, vous me disiez, on est leader sur ce marché-là. Sur le marché de la restauration collective, un chiffre important, 1,5 milliard de repas sont gérés annuellement grâce à vos logiciels. Tout à fait. Tout à fait. Alors si je pourrais donner un autre chiffre, c'est qu'on est présent sur la restauration collective, sur tous les segments de la restauration collective. Donc à la fois le monde de la santé,
À la Donc fois dans les hôpitaux, c'est ça? On a 66% des hôpitaux français et 50% des hôpitaux belges qui sont équipés de nos systèmes. Donc ça va, un logiciel qui permet de quoi? De passer des commandes, de gérer les repas, de commander ses repas? C'est un logiciel qui permet de prendre des spécificités du malade dans son alimentation. Et puis, évidemment, en back-office, de gérer la production de repas pour l'ensemble du personnel, des malades, mais aussi du personnel soignant. Pour la culture et donc les bibliothèques, les médiathèques, c'est le fameux logiciel qu'on connaît bien, c'est le logiciel Décalogue. Oui. On verra dans quelles conditions il a intégré l'entreprise. Mais là, c'est pareil, le taux de pénétration est énorme, plus de 2000 établissements qui sont équipés. 2300 bibliothèques équipées aujourd'hui, 10 millions d'ouvrages gérés à travers ces logiciels. Oui. Et du coup, la quatrième activité qui est plus récente, qui est cette fameuse activité de gestion des collections. Expliquez-moi, quelle collection on peut gérer avec vos logiciels? Eh bien, tout type de collection. Voilà, il n'y a pas de terme. À partir du moment... Exemple. Alors, exemple, NC, le cognac. Exemple, Fondation Cartier. Et évidemment, les musées. Bien évidemment. Tout type de musée. Que ce soit des musées d'art moderne, que ce soit des musées d'archéologie, que ce soit des musées vivants. Des fouilles. Une fouille, c'est un musée. Et on gère des collections, on détecte des pièces uniques qu'il faut décrire, qu'il faut archiver, qu'il faut cataloguer et qu'on puisse bien les identifier. Alors l'avenir, on le disait dans le reportage, c'est aussi la transmission. Guillaume, Alexandre, ça va être à vous de prendre la relève. Comment est-ce qu'on se prépare? C'est un processus qui s'initie sur le temps long. C'est un peu comme un athlète qui prépare sa compétition. C'est beaucoup de préparation, beaucoup de discussions, de communication aussi avec les différentes générations. Et puis, bien sûr, on a aussi le soutien de nos deux parents, Philippe et Sophie. Parce que maman travaille aussi dans l'entreprise. Oui, tout à fait. Donc, elle s'occupe aujourd'hui de la partie RH, mais elle a une fonction clé, notamment au niveau de la holding, puisqu'elle gère beaucoup. Elle gère notamment toute la partie relations bancaires. Voilà. Elle a fait, si je peux rajouter, un Master 2 en patrimonial, en spécialisation des entreprises familiales. Et c'est un rouage important parce que c'est elle qui met en place toute la gouvernance, la charte familiale, conseil de famille, toutes ces choses qui sont propres aux entreprises familiales, c'est elle qui s'en occupe et qui les met en œuvre. C'est pas organisé au hasard, j'entends bien. Alexandre, vous vous préparez à ça. Alors vous avez une trentaine d'années l'un et l'autre. Vous vous préparez à ça depuis longtemps? On se prépare depuis longtemps. Si ma mémoire est bonne, ça fait 7 ans qu'on a commencé ce projet-là. Vous avez une vingtaine d'années. C'est ça, avec une question toute simple. Êtes-vous intéressé à reprendre l'entreprise? Donc, c'est des mots que Philippe nous a proposés et ça a été un processus personnel avec Guillaume de est-ce qu'on souhaite, est-ce qu'on se projette? Ce n'est absolument pas une obligation et le hasard a fait qu'on était tous les deux intéressés par reprendre la société avec une volonté forte de faire nos propres expériences avant de rentrer dans le groupe pour pouvoir voir ce qui se fait ailleurs, de pouvoir consolider notre choix de reprendre la société. Donc on a une expérience entre 4 et 5 ans en dehors du groupe. Et du coup, maintenant, on est tous les deux dans le groupe avec un processus qui va s'étendre encore pendant les 3 prochaines années, jusqu'au départ à la retraite de Philippe et de Sophie. Il y a un accompagnement, bien évidemment. J'aimerais, Philippe, qu'on revienne sur la politique de croissance externe. On en a un peu parlé, mais c'est aussi ce qui a marqué l'évolution de l'entreprise, avec des achats d'entreprises extérieures. C'est le principe de la croissance externe en 2003, en 2006, en 2012. La vraie opération importante, c'était aussi en 2019 l'intégration de Décalogue qui a permis au groupe Ioni de doubler son activité. Tout à fait. Alors ce qui est important de dire, c'est cette volonté d'être dans le top 3, voire le top 1. Donc lorsqu'on regarde un secteur d'activité, quand j'ai regardé les secteurs d'activité, j'ai évidemment dit est-ce que c'est un marché de niche? Est-ce qu'il y a un parc important? Est-ce qu'il y a une récurrence importante du chiffre d'affaires? Et quels sont les concurrents? Est-ce que je suis capable de les identifier? De voir le poids. Et donc, naturellement, c'est la première chose que je fais dans le premier mois que j'ai démarré une activité, c'est d'aller voir mes confrères, mes concurrents, en leur disant, voilà, moi j'ai envie d'être dans le top 3, je serai dans le top 3, et donc s'il y a des opportunités, n'hésitez pas, voilà, et de créer du lien. Et naturellement, ça s'est fait. La stratégie à l'avenir, ce sera de poursuivre la croissance externe, Guillaume? Tout à fait. La croissance externe fait partie de notre ADN.
Philippe le rappelait, ça fait partie de notre histoire. Et l'idée est de le perpétuer, toujours de manière professionnalisée, avec un processus bien défini d'acquisition et d'intégration, afin de rentrer dans un groupe qu'on appelle, nous, intégré. Avec aussi la nécessité de faire évoluer le métier. Le métier d'aujourd'hui n'est pas le métier d'il y a 20 ou 30 ans, et encore moins celui d'il y a 40 ans, avec aujourd'hui le déploiement de solutions à part entière. Exactement. La technologie évolue très rapidement, et on a un devoir envers nos clients de leur proposer les nouvelles innovations qu'il y a. J'aime bien reprendre l'exemple des logiciels web. Aujourd'hui, les logiciels web existent depuis une quinzaine d'années. Pour Decalog, propose une solution web depuis 15 ans. Maintenant, on voit émerger tout ce qui va être IA, blockchain, etc. Notre devoir envers nos clients, c'est de leur proposer cela. Parce qu'en tant que société informatique, nos clients veulent l'innovation. Ils l'entendent au quotidien et notre devoir, c'est de leur apporter ces innovations-là. Philippe, c'est aussi cette fameuse stratégie de la plateforme avec l'importance que prennent les données aujourd'hui. Oui, comme le disait Alexandre, moi je suis né de l'informatique sur les infrastructures de nos clients. Et évidemment, on a été sur le cloud, le SaaS, les applications food web. Et maintenant, on rentre dans une autre dimension qui est la dimension plateforme. Alors, les plateformes, vous en connaissez tous, Uber, Amazon, etc. Nous, on a la volonté aussi de développer des plateformes métiers, toujours rester dans notre fourche coding du métier, et vraiment d'être une plateforme métier. Ça veut dire quoi être une plateforme métier? Ça veut dire avec nos propres solutions logicielles, mais aussi avec des solutions tierces, et simplement permettre à tous nos clients de l'écosystème d'accéder à des services sur une seule plateforme et avec une ergonomie qui est commune. Ça veut dire qu'on peut aussi imaginer un développement vers d'autres métiers que ceux que vous gérez actuellement? Tout à fait. L'idée, via la plateforme, c'est de pouvoir intégrer des marchés connexes avec des acteurs tierces qui ont des compétences complémentaires, toujours à des fins de servir nos clients finaux. Mais on peut retrouver aussi ces spécificités-là dans d'autres marchés de niche, et c'est aussi ça notre stratégie. Il y en a un qui est visé en particulier déjà, non? Pour l'instant, je ne peux rien dire. Ça doit arriver assez rapidement. Le développement à l'étranger, on voit que 90% de l'activité se fait en France. Donc on se dit, pourquoi pas pousser les limites des frontières? Donc l'international, on le sait, on participe à des comités avec le Syntec. Au niveau des éditeurs logiciels, l'accès international permet de doubler, voire tripler le chiffre d'affaires. On a une volonté de se développer, mais on veut aussi prendre le temps. On est une entreprise familiale, on a le temps long et on veut faire les choses de la bonne manière. Il y a plusieurs stratégies pour l'international. Pour faire deux exemples, c'est soit on crée une société de zéro avec des personnes qu'on a, soit on va racheter une société directement qui est implantée dans un pays. Pour le moment, on est sur une stratégie de découverte et d'analyse du marché, mais on a une volonté forte de pouvoir développer l'international et pas se limiter au marché français. Alors, ce que je dois ajouter par rapport à ce que dit Alexandre, c'est que dans le domaine de la bijouterie et joaillerie, comme on est leader dans l'écosystème et que c'est un domaine d'excellence française pour des gros groupes internationaux, des grands groupes du luxe de la place Vendôme, on a localisé notre logiciel aujourd'hui en 9 langues et il est présent dans 25 pays. Donc l'international est évident. En tout cas, sur ce métier-là. Sur les logiciels, oui, on sait faire. C'est ça que je veux témoigner. Après, avoir une culture internationale, j'ai la chance que mes deux fils ici, ils sont nés dans cette culture-là. Guillaume a fait ses études à l'étranger. Quand il est revenu en France, il ne pensait pas français. Il avait du mal à retrouver ses mots en France. Maintenant, ça va mieux. Voilà. Donc, c'est vraiment un segment d'avenir, oui. Bon, une question plus personnelle, Guillaume, Alexandre. C'est une sacrée pression quand même de reprendre la boîte fondée par papa. C'est une pression, c'est aussi un challenge. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, Alexandre et moi, on a force de reposer sur l'existant et construire avec l'existant. C'est bien sûr une pression puisqu'il y a des collaborateurs et le groupe en dépend, mais c'est aussi toute la force du groupe pour développer les marchés de l'avenir. Alexandre? C'est une pression, mais c'est une bonne pression. C'est un choix, c'est notre choix, donc on sait dans quoi on s'engage, on sait qu'on peut compter sur nos collaborateurs et l'humain dans le logiciel, c'est important. Aujourd'hui, on n'a pas des robots qui développent, on a besoin d'experts métiers.
On a confiance en nos collaborateurs, on a confiance en nos capacités aussi, on a confiance que la première génération sera toujours là pour nous donner des bons conseils. Ouais. Donc une pression, mais une bonne pression, et on pourra largement répondre à ce challenge-là. Oui, j'entends que le parcours de transmission va durer encore quelques années, 2 ou 3 ans sans doute. Philippe, vous avez quand même fixé des objectifs assez précis, atteindre les 20 000 clients d'ici 2027, servir plus de 200 000 utilisateurs et faire passer le chiffre d'affaires de 15 à 20 millions. C'est ça. C'est la feuille de route. Ah, dis donc, vous avez conscience de leur mettre un petit peu la pression, finalement, une entreprise, c'est un être vivant, un groupe, c'est un être vivant. Il faut grossir. Voilà. Et il faut grossir si on veut perdurer. Et on revient à l'objectif de départ, donc, créer une entreprise éternelle. Oui, il faut leur ambition, ils ne l'ont pas dit, c'est nous, on est ouvert de la caisse d'épargne. On est encore une PME, d'accord ? Leur volonté, c'est d'être une ETI. Leur volonté, c'est d'être une ETI. Ouais. Voilà, donc il y a des caps à franchir. François ? Moi, je trouve que c'est on en parlait tout à l'heure ensemble, c'est une très belle histoire d'abord de l'avoir fondée, parce qu'à partir de rien et à 140, et puis cette transmission, tuilage long, je trouve que c'est assez passionnant. Il y a 2-3 choses que vous avez dit. Je trouve aborder l'international en commençant par accompagner ses clients. Vous avez parlé de clients plein de fois, donc on voit bien que c'est quand même très ancré dans l'entreprise, cette qualité de service. Je crois que c'est très encourageant pour l'avenir. Puis ce que vous avez dit, Guillaume, me fait sourire, parce que quand un chef d'entreprise dit « pour l'instant, je ne peux pas en parler », c'est qu'il y a vraiment des projets qui arrivent. C'est qu'on va bientôt en parler. Bon, merci en tout cas. Philippe Mamie a créé cette entreprise en 87 avec 5 collaborateurs. Aujourd'hui, 140 collaborateurs. Je pense que, en tout cas, on vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Merci beaucoup, Alexandre, Guillaume, Philippe. Merci d'être venus témoigner de ce beau groupe Yoni. Merci François Codet. Merci beaucoup. Et merci à tous de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr voir et revoir Alpes Décideurs sur télégrenoble.net. À très vite. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.